Hello, hello, bonjour. Nous sommes le 27 janvier au moment où j'enregistre cette vidéo et nous allons parler des portefeuilles des contrats d'assurance vie et des contrats de capitalisation. Bon, ce début d'année, c'est pas quand même passé comme il se passe habituellement où on redémarre tranquillement l'économie et les gérants recommencent à investir l'argent de leurs clients. Mis à part la première semaine qui a été assez incertaine, globalement, le mois a été plutôt brutal et n'est pas terminé. Alors, je vais déjà vous dire pourquoi on en est là et après on regardera ce qu'on peut faire sur les portefeuilles et ce qui est intéressant de faire dans des contextes comme celui-ci. Donc en fait, aujourd'hui, on est au plus haut de tous les indices mondiaux. C'est assez incroyable ce qui s'est passé depuis la déclaration de la crise du Covid, donc qui était en mars 2020. En mars 2020, je le rappelle, les indices avaient plongé très fortement, mais sur un temps très très court, moins d'un mois. Mais en gros, les indices avaient plongé de 37%. Et depuis, on a le Nasdaq. Alors, je vous rappelle, le Nasdaq, c'est devenu, c'est un des deux plus grands indices mondiaux. C'est l'indice de la technologie. Alors, pourquoi je prends celui-là? Parce que c'est les plus grandes sociétés mondiales qui sont dedans. Et des sociétés comme par exemple Apple, à lui tout seul, Apple est plus gros que toutes les sociétés du CAC 40. Donc ça tire vraiment l'économie mondiale et c'est vraiment intéressant de regarder comment cet indice se comporte. Donc depuis le plongeon de mars 2020, il est monté de 142%. Et là, sur le mois de janvier, il a chuté de 12%. Et donc, pourquoi on en est là? Alors, d'abord, il y a un paradoxe qui est incroyable, mais tous les spécialistes s'y attendaient, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est revenu à une économie mondiale qui est en plein boom, elle a même dépassé son niveau d'avant-crise. Vous le savez, on manque de tout. On manque évidemment de semi-conducteurs. Quand on n'a pas de semi-conducteurs, on ne peut pas livrer les voitures. On est bloqué sur les ordinateurs, sur les tablettes, sur les iPhones, enfin sur plein de choses. Aujourd'hui, on dit qu'on a au moins 150 semi-conducteurs, puces électroniques dans la maison, sans compter l'ordinateur, mais la cafetière, la bouilloire, enfin plein de choses. Donc voilà, ça c'est un exemple. Vous avez vu aussi qu'on manque de matières premières, de bois. Bon, donc l'économie tourne à plein, les usines du monde entier tournent. Et donc, on est revenu à une activité, j'allais dire normale, mais même au-delà de ce qu'elle était. Et bien évidemment, le corollaire de ça, c'est que comme on commence à manquer de plein de produits et de services, eh bien, les prix augmentent, tout simplement. Vous avez vu pour l'essence, pour plein de choses. Et donc, on a un retour de l'inflation. Et donc, évidemment, tous les experts, depuis 2 ans que l'économie avait été mise sous perfusion, j'allais dire, c'est le cas de le dire, en réanimation artificielle grâce à l'injection des liquidités des banques centrales, cette économie, on va en fait arrêter l'injection de liquidités, on va remonter progressivement les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation. Donc, le point 2, ce qu'il faut retenir, c'est que progressivement, les taux d'intérêt des banques centrales vont remonter. Alors, en Europe, on ne l'a pas annoncé. Il paraît qu'on va faire ça. Bon, ça on est souvent à la traîne de ce côté-là. Mais la Fed, c'est validé depuis hier soir, va remonter ses taux très progressivement et en 5 fois cette année, puis en 2023 et en 2024, et va réduire l'injection de liquidité. Alors, en clair, l'injection de liquidité, elle va, pour le dire clairement, elle va arrêter, elle va imprimer moins de billets, en fait. On crée de la monnaie, on va moins en créer. Voilà. Donc, il y aura moins d'argent. Enfin, il y aura toujours autant d'argent en circulation, mais simplement, on va en émettre moins. Voilà. Et le corollaire de tout ça, bien évidemment, ben, c'est le stress des gérants. Eux, ils travaillent à court terme, hein, les gérants, il faut le savoir. Donc, évidemment, on est dans un grand changement puisqu'on quitte l'économie administrée pour aller vers l'économie réelle, ce qui normalement est le cas normal depuis des siècles. Hein, c'est que c'est comme ça que ça se passe. Et l'économie, et la bourse en particulier, reflète l'économie réelle. Donc, ce n'était pas le cas. On va vers là et en plus, on y va à un moment donné où l'économie tourne à plein. Néanmoins, beaucoup de stress et donc les gérants qui sont de nature très stressés et gèrent à court terme, évidemment, ont pris des bénéfices d'abord sur le Nasdaq, ce qui a provoqué la baisse. Et ensuite, comme ils achètent et ils vendent très rapidement, on a un grand retour de la volatilité. La volatilité, je le rappelle, c'est les oscillations autour du cours moyen de l'action ou du fonds. C'est-à-dire qu'on a des amplitudes de plus en plus fortes. Alors, qui ne gênent pas les grandes tendances, mais en revanche, au sein de ces grandes tendances, si on imagine une ligne qui monte régulièrement pour un cours d'action classique, eh bien, ça va osciller beaucoup plus. Ce n'est pas du tout linéaire et c'est encore moins linéaire que d'habitude, c'est-à-dire que ça oscille à coût de 2-3% par jour. Et c'est souvent ce qu'on mélange entre
les baisses ou les hausses et la volatilité. Ce qu'on voit au quotidien, c'est la volatilité. Donc ça, c'était pour le contexte. Alors maintenant, comment on travaille en crise? Je vais reprendre 2009 et ce que font les gérants chevronnés. Bon, le plus connu, c'est Warren Buffett. Bon, lui, sa spécialité, c'est les crises. C'est comme ça, donc je l'ai pris en exemple. En 2009, vous le savez, c'était la fin du monde, il y avait les subprimes, la crise du crédit américain qui a découlé sur une crise systémique du monde bancaire, c'est-à-dire qui a contaminé les banques qui n'étaient pas remboursées de leurs prêts. Et en conséquence, les épargnants qui avaient acheté à ces banques les, les crédits qui avaient été titrisés dans des fonds d'investissement. Voilà. Bon. Et donc, si vous étiez rentré, ce qu'a fait Warren Buffett, puisqu'à l'époque, il a soutenu l'économie américaine, il a racheté les banques, il est rentré au capital de Bank of America, JP Morgan, enfin des plus grandes banques mondiales. Si vous étiez rentré en point bas en 2009, avec 100 000 euros, vous auriez 534 000 euros aujourd'hui. C'est dans ce tableau que j'ai pris les résumés. Si vous avez mis 1 million, vous auriez 5 340 000. Alors, c'est pas rien. Hein. Et quelqu'un qui aurait un portefeuille à 500 000 aurait 2,6 millions aujourd'hui. En clair, en 10-12 ans, vous pouviez vous mettre définitivement à l'abri du besoin. Il y a juste, évidemment, il y avait une condition, c'était qu'il fallait accepter de rentrer en 2009 dans des marchés qui étaient plus que volatiles. On avait perdu 43% au plus bas de la crise. Alors, vous allez me dire, ça, c'est pour les meilleurs, c'est quand on rentre en bas. Maintenant, j'ai regardé toujours la même courbe, 2009, mais quelqu'un qui serait rentré en haut, c'est-à-dire qu'évidemment, vous savez comment c'est la bourse, c'est quand c'est l'euphorie, les journaux qui aujourd'hui vous vendent la fin du monde, ils vous vendaient il y a 15 jours qu'il faut aller en bourse parce que vraiment tout rapporte, que Tesla c'est bien, etc. Eh bien, c'était pareil en 2009, hein, ça n'avait pas changé. Et donc, si vous étiez rentré comme beaucoup de monde aujourd'hui, vous seriez peut-être rentré ici au point haut de 2008, le point haut jamais atteint avant la crise des subprimes. Eh bien, quelqu'un qui serait rentré en 2008, il aurait quand même, s'il était resté, fait 251%. Alors, il n'aurait pas fait Warren Buffett avec ses 433%, mais il aurait fait 251%. Alors, c'est pareil, 251%, 2%, 3%, 4, 12, 20. Qu'est-ce que ça veut dire 251%, ça veut dire que si vous mettez 100 000 euros, vous avez 351 000 euros aujourd'hui. Si vous avez mis 1 million, vous avez 3 510 000 euros. Voilà, c'est ici, c'est pareil. 416% de rendement sur 12 ans, ça veut dire que 100 000 deviennent 534, enfin plus exactement 433%, pardon, ça devient 534 000, 500 000 deviennent 2670 et 1 million, ça devient 5 340 000. Alors concrètement, c'est ça 433%. Voilà, et ici 251%, 100 000 deviennent 351 000. Voilà pour la crise des subprimes, la dernière grande crise connue. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire face à ça? En principe, il vaut mieux rester investi, je vais le montrer après, et surtout, il faut profiter de la crise. Warren Buffett a tendance à dire, il répète souvent, que la bourse, c'est le seul magasin qu'on quitte en courant quand il y a des soldes. Ben, lui, il rentre, quand il y a les soldes, il va acheter ses affaires. Alors, j'ai pris un exemple ici sur une crise de 7 mois. Je précise que le cours de bourse, dans cet exemple, n'a jamais progressé. C'est-à-dire que vous démarrez le premier mois au plus haut à 200 euros une action. Le deuxième mois, ça descend de 50%, vous avez 100 euros. Et au troisième mois, on a 50 euros pour l'action. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et je pars du principe qu'on met 200 euros par mois. Ben, le premier mois, on achète une action. Le deuxième mois, elle a divisé par deux, ben, c'est les soldes, vous en achetez deux. En principe, si c'était des marchandises normales, vous seriez heureux. Dans la bourse, on n'est pas du tout content. Quand on achète moins cher, c'est comme ça. Et le troisième mois, c'est fantastique, vous en achetez 4 actions. Au final, en investissant 1 400 euros, vous vous retrouvez avec 16 actions dans l'exemple. Et le septième mois, je considère que je reviens dans un régime de hausse. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe à la fin de cet exemple? Vous avez investi 1 400 euros et vous vous retrouvez le jour où elles sont revalorisées, les actions ou vos fonds d'investissement à 200 euros pièce, vous vous retrouvez avec 3 200 euros de marchandises. Alors, on le voit ici sur le graphique. En orange, c'est les investissements. On voit qu'on est quasiment tout le temps négatif. En orange, c'est le montant des investissements. Et en bleu, c'est la valorisation du portefeuille. Donc, on est quasiment tout le temps négatif. Et évidemment, quand le prix revient au nominal, on n'a toujours pas progressé. On est rentré à 200 euros. 7 mois après, on est 200 euros. Tout le monde dirait, mais c'est catastrophique, on perd de l'argent, etc. Bien, non, pas forcément. On peut même gagner de l'argent dans les baisses. Bon, ça, Warren Buffett sait le faire, mais je peux aussi vous le montrer là. C'est-à-dire que vous pouvez booster vos portefeuilles si vous avez un peu de patience.
ben, vous allez vous retrouver dans ce cas-là où l'action n'a jamais progressé, où le fonds d'investissement n'a jamais progressé, il a même plongé au milieu, il revient au nominal. Et tout simplement, le fait de revenir au nominal, comme on en a acheté davantage, on se retrouve donc avec un portefeuille qui est en belle plus-value. Ici, il fait plus que doubler. J'ai pris un deuxième exemple avec une baisse moins catastrophique, une baisse simplement de 50%, ce qui est déjà énorme quand même. Donc, on fait la même chose, mais on va acheter moins d'actions. C'est-à-dire qu'à la fin, on se retrouve avec 12 actions, 12 fonds d'investissement, 12 parts d'unités de compte. Et pour 1 400 euros investis, on va avoir 2 400 euros. Et donc, ici, on le voit sur le schéma. Vous avez un investissement qui est en orange tout au long de la crise et vous avez la valeur du portefeuille en vert en dessous. Il est toujours négatif, sauf quand on revient au nominal. Ça, c'est la première technique que nous, on a pratiquement à l'année sur les portefeuilles où on investit régulièrement. Et quand on n'a plus de fonds euros, en général, on recrée des portefeuilles, des poches de fonds euros. En général, c'est ce qu'on a fait l'année dernière. Au deuxième semestre, on a quand même, en général, reboosté la part de fonds euros pour pouvoir avoir du cash. Et donc, la deuxième façon de gagner de l'argent dans les crises, c'est de rester investi. Oui, c'est contre-intuitif, mais il faut rester investi. Voilà ici les 15 dernières fins de monde. Donc, on a eu la guerre de Corée, les missiles de Cuba, l'assassinat de Kennedy, mais surtout, on a eu 2009. Je vais prendre cet exemple. Le risque systémique, c'était la fin du monde bancaire. Enfin, c'était de la folie. Et donc, ce qu'il faut juste regarder, on a pris 1 an après et 2 ans après, on a fait l'étude de savoir, c'est McKinsey, le cabinet McKinsey qui a fait l'étude, on a regardé qu'est-ce qui se passait 1 an et 2 ans après. Eh bien, en moyenne, 1 an après, les cours ont reprogressé de 33% et 2 ans après à 45%. Mais surtout, ce que je voudrais montrer là, c'est que si on prend 2009, c'était 68%. C'est incroyable. 1 an après, c'était reparti de 68%. Et 2 ans après, 95%. Autrement dit, on avait doublé le capital 2 ans après. Donc, en gros, retenir 2 techniques, la prise de moyenne, l'achat régulier dans le temps, parce qu'évidemment, personne ne sait quand on est en point haut ou en point bas. Ça, après, c'est facile de le dire. Avant, c'est impossible. Et donc, la prise de moyenne, le deuxième, c'est de rester investi. Parce que bien évidemment, comme les hausses, il faut le savoir, ça on l'oublie trop souvent, sont toujours très brutales les hausses. Quand ça repart et qu'on retrouve le moral, c'est toujours très brutal. Bien évidemment, si on n'est pas investi, on ratera les 3-4 premiers coups. Donc après, on arrive toujours après la bataille. Bon, donc ça, c'est les 2 techniques. Alors, comment on fait ça au sein des portefeuilles chez nous? Eh bien, et c'est ce que font les gérants chevronnés. Au départ de la crise, ils ont toujours des portefeuilles de cash. C'est ce qu'a Warren Buffett. Il a entre 30 et 40% de cash dans son portefeuille aujourd'hui. Donc ici, nous, dans les contrats de CAPI, c'est soit du monétaire, soit du monétaire, soit du fonds euro. Et dans les contrats d'assurance vie, c'est du fonds euro. Vous avez ici le volume de fonds euros qui est représenté en bleu, le volume d'unités de compte en rouge. Donc, vous avez par exemple 50% de fonds euros et 50% d'unités de compte, ou vous avez 30% de fonds euros et 70% d'unités de compte, le complémentaire. Eh bien, pendant la crise, en achetant tous les mois, on va transférer le fonds euro sur l'unité de compte. Eh oui, c'est les soldes, on achète davantage. C'est comme ça. Il faut profiter des soldes. Et donc, à la fin de la crise, on va se retrouver avec moins de fonds euros. Alors, on n'est toujours pas content parce que je vous le rappelle quand même, il se passe une chose, on est en dessous. Notre portefeuille, il est sous-valorisé. C'est la ligne verte ici. Donc, il ne se valorise pas. J'achète, mais comme j'ai des cours qui baissent ou qui ne remontent pas suffisamment, j'ai mon portefeuille qui est dévalorisé. Donc, je continue d'acheter. À la fin, j'ai moins de fonds euros puisque je l'ai investi en unité de compte. Je vais me retrouver sur un profil entre 10 et 25% de fonds euros. Évidemment, le complémentaire, j'aurai 75% à 90% d'unité de compte. Et avec ça, je suis content parce que quand l'activité économique va reprendre, je vais être ici, là, je vais remonter. Donc, c'est une formidable opportunité. C'est paradoxal, mais c'est une opportunité, en fait, une baisse de marché. Aujourd'hui, à 12%, je dirais qu'elle n'est pas suffisante. C'est assez stressant. Pourquoi? Parce qu'on est entre 2 eaux. On ne sait pas si on va baisser ou si on va remonter. Et entre 2 eaux, c'est jamais agréable. On ne sait pas trop quoi faire. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va suivre comme indice dans les prochains mois? Ce qui va être très important, c'est la remontée des taux. Donc, il faut que la Fed s'en tienne, parce que maintenant, c'est anticipé. Ça a été annoncé hier soir, confirmé, et les marchés l'ont anticipé. C'est-à-dire qu'ils ont baissé de 12%, ils baissent encore ce matin. Et donc, c'était déjà une partie de cette anticipation était dans les cours de cette hausse des taux. La deuxième chose, c'est les résultats des entreprises, parce que je vous le rappelle, la bourse, c'est avant tout, ça doit refléter l'économie. Ça a été fait pour que les entreprises se financent.
Et donc, on va quand même regarder si ces entreprises, elles travaillent bien, elles ont des résultats. Alors, pour l'instant, on est en pleine période d'annonce des résultats. Les résultats sont super, hein. Microsoft est au-delà des attentes. Tesla a été annoncé hier, c'était au-delà des attentes. Donc, tout ça, ça se passe bien. Donc, les fondamentaux sont plutôt bons. On regardera si la politique de la Fed, elle fonctionne, elle permet de faire baisser l'inflation, hein. Je le rappelle, sur 12 mois, on est à 7% aux États-Unis, ils voudraient ramener à 2. Et bien évidemment, il faudra que ce travail-là n'altère pas la croissance et l'emploi. Mais il y a une chose à retenir, ce n'est pas la fin du monde. Et normalement, une hausse des taux n'est pas néfaste pour les actions si elle est progressive et en phase avec le cycle. Autrement dit, ils ont prévu d'y aller en 5 fois, tout doucement. Et si elle suit la progression du cycle économique, eh bien c'est normal que les taux réaugmentent de façon à couper cet excès de liquidité sur les marchés. Voilà ce qu'il faut retenir. Il faudra surtout se poser la question d'après-crise. Et si vous devez arbitrer les portefeuilles, quelle tendance demain vous prendrez pour suivre les grandes évolutions mondiales et profiter de la croissance? Les véhicules autonomes, l'intelligence artificielle, la blockchain, etc. Mais j'aurai l'occasion de faire une vidéo là-dessus et d'y revenir. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas une chose, quand vous vendez une action, parce que vous estimez que c'est la fin du monde, vous faites le bonheur de quelqu'un qui, lui, vous l'achète et imagine que demain, il fera beau et que ce sera une très belle journée ensoleillée pour lui. Pensez-y. À très bientôt. Ciao, ciao.